vraiment un ensemble systémique. Et où ça prend tout son sens, c'est que par rapport à cette crise Covid, d'ailleurs, à un moment donné, la problématique n'a pas tant été une problématique d'offre qu'une problématique de demande avec la crise en Chine et le confinement d'une population de consommateurs très, très importante. Donc la supply, c'est pour l'entreprise qui va permettre de tenir la promesse que l'on fait à un client, de lui fournir dans des meilleures conditions possibles, de qualité, de quantité, de délai, de coût, de performance, un produit ou un service. Nous, on a coutume de dire que c'est le cœur du réacteur de la performance des organisations. C'est un super élément de compétitivité quand tout va bien, et c'est aussi probablement un de ses plus gros risques lorsque tout va mal. Alors, la crise Covid, de par son ampleur, son côté systémique, son côté totalement hors norme par rapport à toutes les crises qui ont connu, pour nous, c'est à la fois un formidable champ d'études et de travail, puisqu'on la côtoie au quotidien à travers les projets de nos clients. C'est le pire cauchemar qu'on pouvait avoir en la matière, parce que ça touche toutes les composantes de la supply, ça touche la demande, j'en ai parlé, ça va toucher l'offre, ça va toucher même le fonctionnement des organisations avec toutes les problématiques de confinement, les problématiques sanitaires qui les environnent. On a connu 3 temps dans cette crise, et pour la suivre à la loupe depuis le début et travailler à amortir ses conséquences depuis le mois de février, on a vraiment 3 temps. On a un premier temps, c'est la crise chinoise ou la crise asiatique un peu plus large, qui est intéressante parce qu'à ce moment-là, on a vu beaucoup de papiers fleurir sur la dépendance du monde vis-à-vis de l'atelier Chine. Le fait est que la Chine a pris énormément d'ampleur dans l'économie globale et constitue un atelier pour beaucoup de secteurs économiques. Pour autant, les premiers impacts de la crise chinoise, c'est pas tant sur l'offre que sur la demande. La Chine, contrairement à ce qu'elle était il y a encore 10 ans, est devenue un marché de consommation, et les premiers industriels qui ont souffert de la situation, ça a été les industriels qui étaient présents en Chine à travers des usines de produits finis et qui, comme l'industrie du luxe, pour lesquels la Chine représentait un marché de consommation qui était très important. Donc avant même de parler de la problématique de la supply et des approvisionnements en provenance de Chine, vraiment le premier impact, ça a été celui-ci. Deuxième impact, enfin plutôt cet impact d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été relativement amorti par les stocks de produits finis et les stocks de produits intermédiaires. Donc les industries européennes ne se sont pas rendues compte tout de suite qu'il y avait un problème d'offre en plus d'avoir un problème de demande. Alors, je vous avouerai que vu des sociétés avec lesquelles on travaille, il y a quand même eu un moment de flottement lorsqu'il s'agit d'identifier si oui ou non on était impacté par des fournisseurs localisés en Chine. On y reviendra tout à l'heure, une des grosses problématiques de la supply depuis toujours et qui a été inflatée par la situation, c'est d'avoir une visibilité sur l'entièreté de la chaîne, savoir où on achète, à qui on achète, où sont produits les pièces. Quand je dis ça, ça peut paraître d'une évidence crasse. Dans les faits, dans la réalité, c'est très compliqué. C'est très compliqué de par les grands nombres auxquels on va être confronté. Une supply dans le monde industriel, c'est un minimum qui a des centaines de fournisseurs de rang 1, c'est souvent plusieurs milliers de fournisseurs pour les plus grosses entreprises. On sait à qui on paye les factures, on sait un peu moins où sont fabriquées les pièces. Alors, quant à imaginer savoir si en rang 2, en rang 3, en rang 4, un fournisseur d'un fournisseur est localisé en Chine, je vous laisse imaginer les longues soirées passées à reconstituer relativement manuellement les chaînes de valeur, de répondre aux interrogations du management quant à l'impact que cela pouvait avoir. Deuxième temps dans la crise, la crise européenne. Là, effectivement, on est passé d'une crise qui était essentiellement une crise de demande localisée en Asie à une crise à la fois de demande et d'offre, puisqu'en l'espace de quelques semaines, on a eu un confinement de quasiment tous les pays européens, confinement plus que strict, avec une activité industrielle dans la mesure qui
au milieu de la crise dépasse pas le tiers de l'activité habituelle. Des chiffres juste énormes, hallucinants, où le nombre d'entreprises, des gens au chômage partiel se comptent en centaines de milliers, où le nombre des chômeurs de semaine en semaine, ils gagnent quelques millions. Bref, en l'espace de quelques semaines, on est passé d'une crise essentiellement portée sur la demande localisée en Chine et en zone Asie à une crise européenne qui portait cette fois-ci sur toutes les composantes de la supply, l'offre, la demande et le fonctionnement même de l'entreprise. Et puis derrière, crise mondiale avec les États-Unis qui ont rejoint un petit peu le train avec quelques semaines de retard, donc chape de plomb sur l'ensemble des organisations. Et depuis une économie mondiale où il ne s'agit plus de faire des calculs pour essayer d'imaginer quels vont être les impacts sur la croissance, mais plutôt maintenant de calculer quel va être le degré de répression qui vont toucher à nos économies. Donc on est dans le pire cauchemar qu'on peut imaginer avoir en matière de supply. Une des complexités de cette situation hors norme pour réagir pour les entreprises que l'on côtoie, c'est depuis le début l'ampleur, jamais imaginée, jamais modélisée, et l'incertitude qui accompagne l'action et qui accompagne le quotidien. Quand est-ce qu'on va sortir du confinement? En France, maintenant, on commence à avoir des dates dans la plupart des pays européens. Ce qu'on ne sait pas, c'est comment, quelles modalités, comment les partenaires commerciaux de la France, eux, vont se synchroniser avec notre sortie, quelles vont être les modalités, quid des clients, quid des fournisseurs, dans quel état on va les retrouver, comment réagiront les consommateurs, comment vont répartir la demande. Donc tout ce que l'on déteste le plus en matière de gestion en général et en matière de prévision supply en particulier. Donc ce sont autant d'incertitudes qui mettent en échec tous les modèles de prévision sur lesquels on a l'habitude de s'appuyer. Et toute la difficulté de la situation actuelle, qui ressemble souvent à une espèce les journées sont des espèces de cellules de crise sans fin, ça va être malgré tout d'arriver à travailler en gérant trois horizons en parallèle. Le temps court, toutes les actions qui permettent d'amortir le choc, le temps moyen, donc préparer cette reprise et la préparer au mieux et la préparer mieux en tout cas que ses concurrents pour bénéficier de certaines opportunités qui pourront se présenter. Et puis le temps long. Philippe l'a un peu abordé tout à l'heure. Le temps long, c'est consécutivement à ce qui est en train de se passer, il y a un certain nombre de choses qui vont devoir être réorientées dans les politiques industrielles, dans les stratégies d'entreprise. La situation sera plus tout à fait la même demain, donc comment se préparer déjà au mieux à tout ça. Donc on a effectivement publié ces derniers jours un livre blanc qui a l'ambition en toute humilité de vous faire partager nous ce que l'on peut vivre au quotidien aux côtés de nos clients. On a somme toute deux types de clients, des clients qui sont déjà dans l'après, d'autres qui sont encore en train de gérer la crise. Nous, on a une conviction, c'est qu'il y a une différence quantique entre les deux attitudes. Considérer qu'il suffit de mettre la tête dans les épaules et d'attendre que ça passe et d'imaginer que demain on recommencera comme avant, à notre sens, est une erreur. Demain, plus rien ou pas grand-chose ne sera exactement comme avant, ou en tout cas pas avant longtemps. Et il va y avoir une différence vraiment énorme entre les organisations qui auront su en parallèle gérer ces trois horizons et qui seront quelque part, si ce n'est transformer une catastrophe en véritable opportunité, en tout cas être en capacité de résister mieux que le reste du marché et de réagir en tout cas beaucoup plus vite. Donc ça, c'est ce qu'on va essayer de vous faire partager ce soir avec Xavier. Donc ces trois horizons, comment réagir, comment anticiper la reprise et comment à terme réorienter ces stratégies industrielles. Laurent, est-ce que je peux me permettre d'intervenir? Donc moi je voudrais, tu peux revenir juste en arrière, oui, illustrer de manière très pratico-pratique le sujet et reprendre. Donc une usine, une supply chain, c'est plus facile à arrêter qu'à faire repartir. Donc voilà, tirer de l'expérience de Faurecia,
Je peux vous donner voilà, ce qui a été fait par la fonction HSE et Risk Management. On a mis en place des kits destinés à nos usines pour à la fois gérer l'arrêt d'activité, parce que on se trouve en Europe avec la quasi-totalité de nos usines qui sont arrêtées, puisque les clients sont arrêtés. Or, une usine qui est arrêtée reste vulnérable à l'intrusion, etc. Donc, on a circulé dans toutes les usines un kit qui rappelle les précautions de base, maintenir le gardiennage, la détection intrusion, etc., pour éviter de rajouter une catastrophe à la catastrophe, premier point. Et puis un deuxième kit qui, lui, va encadrer la reprise d'activité. C'est sûr qu'on va être amené maintenant à exploiter des usines ou des sites sous Covid, et c'est pas pareil qu'avant. Donc ça veut dire qu'en termes de port des équipements de protection, il y a des choses nouvelles, hein, des masques, des lunettes, les contrôles 2 fois par jour de la température des gens. Les cantines, la restauration collective est fermée, donc ça veut dire qu'il faut que chacun amène son casse-croûte à midi, et de manière à ce que chaque usine ne réinvente pas son propre référentiel. Finalement, il a été choisi de faire travailler différentes fonctions de l'entreprise et de circuler un kit qui est vraiment prêt à l'emploi. C'est-à-dire qu'il y a des fiches réflexes, tout ça est imprimable et affichable dans chaque usine, de manière à faire que dans les usines, finalement, les gens se concentrent sur la reprise de la production plutôt que de se gratter la tête en se demandant quelles sont les nouvelles règles à appliquer pour accueillir les gens, pour réagir en cas de déclaration de symptômes sur un salarié, etc. Donc voilà, c'est des choses nouvelles, mais qui ont été déployées très très rapidement, avec des questions qui peuvent paraître un petit peu basiques, mais qui sont des vraies questions. C'est maintenant, on va décontaminer les espaces de travail avec de l'alcool, donc ça veut dire des quantités d'alcool ou de solutions hydroalcooliques très importantes sur les sites. Où est-ce qu'on les stocke? Comment est-ce qu'on les utilise? Qu'est-ce qu'on fait des chiffons imbibés d'alcool qui sont un vrai risque en matière d'incendie? Voilà, donc on a réglé finalement tous ces sujets une fois pour toutes, et c'était déployé sous forme de fiches réflexes dans l'ensemble de nos usines. Donc pour votre information, il y a un certain nombre de documentation, de matériel relatif à la prévention qui était posté sur le site de l'AMRAE dans la section Covid, en particulier des choses recommandées par les assureurs. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous y référer, vous trouverez de l'information utile pour construire votre propre référentiel de reprise d'activité sous Covid. Xavier, je te laisse enchaîner. Merci Michel. Donc pour repartir sur les trois temps dont parlait Laurent, le premier de fait c'est l'aspect gestion du court terme, la réaction. Vous y êtes tous confrontés. Donc finalement la complexité ici, c'est que vu l'ampleur de la crise, c'est de trouver les moyens de pas s'éparpiller d'une part, et d'être aussi couvrant sans oublier d'aspect d'autre part. Donc il y a 3 bonnes pratiques qui nous ont semblé pertinentes de partager avec vous ce soir. La première, c'est déjà de se définir un cadre de travail avec des axes opérationnels clés qu'on va venir travailler. Donc là, on vous en a dénombré 6. Donc les axes opérationnels qui traitent de la supply chain et des fois plus largement de l'entreprise. Donc là-dessus, il y a le premier, c'est le fait de maintenir l'orientation client, parce que il faut pas besoin de le rappeler, mais ça va mieux en le rappelant quand même. C'est la vocation première de la supply chain de servir ses clients. Donc ça dépasse le cadre simple de la supply chain, parce qu'il y a aussi beaucoup de marketing et de communication dans tout ça. Mais en revanche, il y a aussi des problématiques d'offres qui vont être adaptées en fonction de l'évolution des besoins, des produits disponibles, en fonction des demandes des consommateurs, avec des nouveaux services qui vont être à développer, les livraisons sans contact que vous avez dû expérimenter. Tout ça, c'est des insights pour la supply chain qui doit s'organiser pour être capable de les mettre en musique. Donc, premier axe, l'orientation client. Deuxième axe, l'aspect équilibre financier. Là encore, ça dépasse le cadre simple de la supply chain, mais
c'est aussi très impactant pour le fonctionnement de la supply de sécuriser le bon niveau de trésorerie, vu le choc de demande et la diminution parfois énorme et voire totale des revenus. C'est une complexité, un enjeu fort. Ça veut dire projeter dans le temps quels vont être les potentiels de revenus, quels vont être les potentiels de coûts pour sécuriser le fait que les besoins en fonds de roulement soient bien satisfaits et qu'on soit capable d'avoir les moyens de relancer la machine quand on en aura besoin. Et ça, tout en projetant également le fait que les équilibres économiques changent. Il y a aussi un certain nombre de coûts qui augmentent. Toutes les entreprises et tous les maillons de la chaîne sont impactés par la crise et sont impactés dans leur organisation et donc leur productivité. Donc il y a un certain nombre de coûts qui augmentent. C'est le cas des transports en particulier. Donc l'équation est pas la même que d'habitude et le fait de sécuriser la trésorerie est clé. Dans les autres axes, il y a le fait de s'organiser et la supply chain, elle a clairement besoin de cibles pour s'organiser. Habituellement, c'est son plan industriel et commercial qui permet de mettre en balance l'évaluation de la demande et des besoins versus l'ensemble des capacités pour y répondre et de programmer ça dans le temps. Donc ça, quasiment du jour au lendemain, ou plutôt par vagues successives, comme le décrivait Laurent, c'est devenu obsolète. Donc, il y a effectivement à retravailler cet exercice-là. On en reparlera un peu plus précisément juste après. Dans l'aspect capacité externe, il y a le fait de maîtriser les risques fournisseurs. Donc ça, c'est l'enjeu dont parlait aussi Philippe. Ça veut dire avant tout les connaître pour pouvoir les maîtriser. Donc avoir la visibilité sur ces fournisseurs stratégiques de rang 1, ça c'est effectivement fait par tout le monde. Maîtriser le fournisseur du fournisseur qui est en Chine et qui va peut-être être le maillon qui va impacter l'ensemble de la supply chain ensuite, c'est beaucoup plus compliqué. Donc il y a un gros travail à faire là-dessus et on voit les entreprises qui étaient plus avancées, qui ont pu prendre des décisions rapidement versus les autres. Autre point critique là-dessus, c'est aussi le risque de défaillance qui s'affirme et qui va s'affirmer à court et moyen terme. On estime qu'il va y avoir au moins 15% d'augmentation du nombre de faillites d'entreprises dans les semaines et les mois à venir. Donc la santé financière des partenaires stratégiques, c'est aussi un risque qu'il faut suivre avec particulièrement de l'attention et essayer de les accompagner quand ils sont en situation fragile, autant que faire se peut. Autre point, donc de l'autre côté, on vient de parler des capacités externes, les capacités internes. Pour rebondir aussi sur les éléments que partageait Michel, il y a le fait de sécuriser les équipes et les modes opératoires. Donc ça, sur l'ensemble de la supply chain, que ça soit dans l'aspect distribution, en magasin quand on en a, dans l'aspect logistique, dans l'aspect industriel, il faut intégrer ces nouvelles exigences sanitaires et en particulier les mesures de distanciation pour revoir les modes opératoires. Donc ça se fait pas du jour au lendemain et ça se fait pas sans expérimentation et sans un aspect collaboratif assez fort avec les équipes. Les risques qu'il y a derrière ça, c'est que si c'est mal fait, on risque au pire la contamination et au mieux un droit des salariés qui exercent leur droit de retrait et donc qui complique la reprise. Et dans tous les cas, on a un impact de productivité qui est assez fort et qu'il faut limiter au maximum. Dernier point clé sur ce sujet-là, l'idée c'est de sécuriser les équipes et les modes opératoires, c'est aussi de rassurer l'ensemble des collaborateurs et des parties prenantes pour être sûr qu'on puisse compter sur le maximum de capacités
le moment venu. Donc il y a toute la communication aussi qui va avec, qui est pas simple à organiser. Dernier aspect, la reprise d'activité. Alors, c'est le sujet d'étude pour ce qui concerne la France en ce moment. Elle est déjà effective en Chine pour ceux qui étaient présents. Finalement, c'est de l'ordre de réaliser un planning de redémarrage des capacités avec la checklist de l'ensemble des actions qu'il y a à faire. Dès que l'entreprise est un minimum international, ça devient vite un vrai casse-tête parce qu'il y a plus de 180 pays qui ont mis des mesures de confinement en place, que ça soit dans l'aspect marché client de la supply chain plus aval ou chez ses fournisseurs dans la supply chain plus amont. Le fait de suivre en parallèle tous les calendriers de déconfinement qui sont particuliers à chaque pays est une sacrée gageure qu'il faut suivre de manière très itérative. Donc ça, c'est 6 axes, c'est des axes qui ont fonctionné chez certains de nos clients avec lesquels on les a travaillés. Ils s'adaptent forcément au contexte de chaque entreprise. Ceux-là sont relativement génériques et sont a priori valables dans la plupart des cas de figure. Ce qu'on voit bien, c'est que ça fait une dose de travail et d'analyse qui est majeure. Donc on se rend compte que finalement, on n'est vraiment pas dans une crise habituelle où le mécanisme et le dispositif de cellule de crise que vous connaissez bien s'applique et est efficace. Là, c'est pas le sujet, c'est pas l'incendie dans un site industriel qui peut être très impactant et relativement bien adressé par un dispositif de gestion de crise. Là, on est beaucoup plus large, on touche toutes les composantes de la supply chain. Donc, c'est pas une, mais des cellules de crise qu'il faut actionner. Donc la question pose de savoir comment on organise tout ça. Donc ce qui nous semble être la deuxième bonne pratique, c'est de mettre en place une structure de pilotage un peu chapeau. On avait un certain nombre de nos interlocuteurs clients qui nous avouaient passer 18 heures par jour en cellule de crise alors qu'ils faisaient partie aussi des comités directeurs et qu'ils étaient englués dans les décisions très, très court terme. Effectivement, le fait de démultiplier les cellules de crise et de constituer cette structure qu'on appelle War Room permet de désengorger justement ce pouvoir de décision. L'évocation de cette War Room qui vient en chapeau des cellules de crise, c'est d'animer, de coordonner, de garantir que les plans d'action se font en parallèle de manière la plus efficace possible avec la communication centralisée qui va bien et les capacités d'analyse qui permettent aussi de mettre à disposition les ressources nécessaires. Ça nous semble être une bonne pratique. Et dernière bonne pratique dans cet aspect réagir et gestion du court terme, c'est justement de sortir du court terme. C'est d'ores et déjà qu'il faut réfléchir et anticiper le coup d'après. On sait que vu l'ampleur de la crise, la situation de l'après-crise ne ressemblera pas à celle de l'avant-crise. Donc c'est les chantiers, les réflexions prospectives et les chantiers de réorientation, c'est dès maintenant qui doivent être lancés. Alors comment faire ça au milieu des urgences qui sont encore nombreuses à gérer? C'est clair que cette réflexion prospective et stratégique, elle se trouvera pas traitée au milieu des cellules de crise. Donc, ce qui nous semble être une bonne pratique, c'est plutôt de mobiliser des task forces qui vont être dédiées à cette réflexion-là, donc qui vont pas participer à la gestion de crise et à l'urgence, et qui vont être dédiés à réaliser ces analyses qui vont permettre de traiter du sujet type comment faire évoluer l'offre pour s'adapter aux évolutions qu'on constate, comment on révise nos schémas industriels pour faire en sorte que notre supply chain soit peut-être plus équilibrée, moins dépendante, comment on retravaille notre résilience au niveau de la supply pour faire en sorte que si nouvelle vague de contamination ou nouvelle crise, on soit moins exposé, soit plus résilient. Donc voilà les 3 points qui nous semblent importants pour cet aspect de gestion. Xavier, si tu permets, je vais commenter un certain nombre de points.
préserver l'équilibre financier, donc effectivement, c'est une des principales préoccupations parce que quand la baignoire se vide, la baignoire du cash se vide sans qu'elle se remplisse, on voit le risque à court terme. Donc, voilà, comme j'imagine beaucoup d'entreprises, on a tiré sur des lignes de crédit, on a gelé les investissements, on a eu recours au chômage partiel pour les usines qui étaient arrêtées, pour les sites tertiaires. Et également, on a suspendu le paiement des loyers, mais pour un certain nombre d'usines arrêtées, mais ce après discussion avec les propriétaires, avec le secours de notre agent immobilier, c'est-à-dire que ça, on n'a pas arrêté de payer comme ça de manière unilatérale. Ça s'est inscrit dans le cadre d'une approche et d'une négociation commerciale avec les propriétaires, en repoussant finalement la durée des baux et en suspendant les paiements pendant un mois ou deux. Mais ça peut représenter voilà, sur un gros footprint industriel, ça peut représenter des millions d'euros, voire des dizaines de millions d'euros. Donc c'est voilà, dans des situations comme celle-là, c'est bon à prendre. Et côté assurance, on a solliciter les assureurs pour échelonner les paiements des primes. Souvent, voilà, on a des primes annuelles qu'on avait payées pour partie, mais pas totalement. Donc, on a approché nos grands assureurs et la plupart ont accepté effectivement de créer des échéanciers de paiement, voilà, juin, septembre, de manière à nous aider à passer cette période critique en matière de cash. Concernant la maîtrise des risques fournisseurs, donc il y a quelques semaines, le long du Covid est d'abord passé sur la Chine, donc les usines chinoises se sont arrêtées, avec un impact direct sur la production, et des inquiétudes sur les supply chains européennes et américaines, puisqu'on se disait, voilà, si la Chine ne produit plus ou n'expédie plus ses pièces, on risque d'avoir des soucis voilà, d'exploitation des usines européennes et américaines. On s'est trouvé dans la situation, enfin les achats se sont trouvés dans la situation un peu compliquée de tenter de localiser un peu en mode catastrophe la localisation géographique de ces fournisseurs importants. Puisque finalement, les fournisseurs, on les connaît, mais pas nécessairement l'endroit où ils se trouvent. Est-ce qu'ils étaient à Wuhan ou ailleurs? Et alors, même si Forestier, on en reparlera, a débuté il y a quelques années un exercice de recensement des sites fournisseurs. Cet exercice a été fait de manière partielle, voilà, pas totale, et on s'est dit vraiment avec les achats que le fait de disposer d'une base de données complète, à jour, avec les localisations géographiques de chacun de ces fournisseurs, ça aurait pu nous permettre de gagner du temps dans une configuration de gestion de crise. Voilà, plutôt que de le faire en mode panique, si on avait eu cette information disponible à jour, on aurait certainement été plus efficace dans cette phase. Donc ça montre finalement qu'une information dont on n'a pas besoin au quotidien, en gestion de crise, elle devient absolument vitale et critique. Et se préparer à ce type de situation, c'est avoir une meilleure visibilité sur sa supply chain. Xavier, je te laisse. Merci Michel, je voulais faire un petit rappel. On n'a pas beaucoup de questions et donc je vous rappelle qu'on avance dans la présentation et si vous avez des questions, il faut les poser en utilisant le module questions. Voilà, sinon on pourra pas vous répondre pendant la réunion. Merci. Je vous laisse continuer les gars. Donc ensuite sur le deuxième temps dont parlait Laurent, qui est plutôt l'aspect reprise et relance, ça me permet de détailler un des axes clés dont je parlais, qui est le fait de remodeler son plan industriel et commercial. On appelle ça dans le jargon de la supply chain le Sales and Operation Planning. Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qu'on fait tous les ans, qu'on révise souvent une fois par mois. L'idée, c'est de faire tourner des analyses et des modèles d'historique de prévision qui vont donner un scénario de demande sur lequel on va venir caler une planification des ressources nécessaires pour y répondre. Ça, c'est la brique fondamentale dont a besoin la supply chain pour s'organiser efficacement, parce que finalement il y a des notions de synchronisation et de mobilisation et d'engagement de ressources qui sont clés. Donc comme on l'a dit, ça c'est
non seulement le plan industriel et commercial est devenu obsolète, mais pire, les modèles et la manière de faire le sont devenus aussi, parce que finalement, il n'y a pas de modèle de prévision qui permet d'anticiper la demande. Bien malin celui qui sera capable de dire quel sera le niveau de demande de tel ou tel produit dans tel ou tel pays au 4e trimestre de l'année. Donc, l'idée, c'est comment faire face à l'incertitude. On a l'habitude de la résoudre, de choisir un scénario sur lequel on s'organise. Là, on sait que les courbes de demande, on ne sait pas converger vers une courbe qui semble plausible. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire face à ça? Soit on fait rien, c'est notoirement déraisonnable. Ce que faisaient un certain nombre de nos interlocuteurs chez nos clients au démarrage de la crise, c'était que finalement ils revoyaient leur copie au fur et à mesure des nouveaux signaux qui rendaient la précédente copie obsolète, mais ça voulait dire qu'ils faisaient un exercice qui est quand même assez lourd tous les 2 jours. Donc ça, c'est pas viable non plus. Donc la seule manière pertinente de gérer ça, c'est de se dire contrairement à d'habitude, on va pas converger vers un scénario. On est forcé d'en gérer 4 ou 5 en parallèle. Donc c'est les courbes que vous voyez. On va y mettre des critères de date de déconfinement, de profil de la demande à la reprise, qui va prendre en compte des reports de vente, les stocks disponibles, le nombre de pays qui sont relancés. Après, il y a des profils de courbes, donc on schématise ça visuellement avec les lettres. Donc là, la courbe, le rebond en V, malheureusement, on n'y pense plus, mais on parle de rebond en U, où on retrouve le niveau de demande après un certain temps de latence, de courbe en W, où il y a un certain nombre d'aléas, ce qui peut être le cas avec la reprise de confiance qui peut avoir un certain nombre d'aléas en fonction de l'actualité. Il y a aussi des scénarios plus en L, où c'est une récession longue et on met très longtemps à retrouver le niveau initial. Donc, tous ces différents scénarios, ces différents paramètres, il faut les prendre en compte pour choisir 4 ou 5 scénarios qui vont servir de base à l'organisation de la supply chain, et aussi qui vont servir à donner des signaux aux différents fournisseurs pour qu'ils puissent se préparer également. Et l'idée, c'est de se dire, c'est pas sûr qu'il y ait le scénario idéal dans ces 4 ou 5 scénarios, mais en revanche, le scénario qui va vraiment se produire, il va être proche d'un scénario qu'on a déjà travaillé, et ça va donc nous donner l'agilité nécessaire pour avoir le bon niveau de réponse. Donc, c'est une charge de travail assez importante, mais qui semble être le prix à payer pour avoir le bon niveau d'agilité face aux incertitudes. Xavier, il y a quelques questions qui sont relatives à ces sujets de scénarios de crise. Je dirais, il y en a une première qui est que fait-on et comment gérer la potentielle deuxième vague de confinement? Et c'est une question un peu à tiroir. Est-ce que les offres d'assurance couvriront les pandémies à venir? Est-ce possible d'avoir une garantie supplémentaire? Alors, je pense que c'est un peu peut-être à Michel de nous éclairer là-dessus. Oui, je veux bien prendre le point de l'assurance. Donc, il y a 2 situations finalement, ce qu'on observe en France aujourd'hui. Il y a la situation des petites entreprises, des indépendants, etc., qui ont des multirisques. Et là, ce qu'on observe, et vous l'avez vu dans la presse, c'est qu'il y a un certain nombre d'assureurs qui ont pris position et confirmé des garanties, tout simplement parce que la police ne prévoyait pas d'exclusion en termes de pandémie, ou parce que les assureurs font un geste commercial sous la pression médiatique et la pression de l'État. Donc, il risque d'avoir effectivement des indemnités significatives, peut-être plusieurs milliards d'euros qui vont être payés à des entreprises de petite taille. C'est de toute façon pas à la hauteur des pertes des différents secteurs, mais bon, ça peut aider à un redémarrage des activités, à la sauvegarde des entreprises. En ce qui concerne les grands risques, les grandes entreprises, ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y avait très très peu de garanties de ce type. Et si on avait, elles étaient avec des montants limités. C'est-à-dire que les assureurs ont exclu le risque pandémique, qui est un risque systémique, des polices d'assurance, de la garantie de la perte d'exploitation. Donc on voit finalement que l'assurance aujourd'hui n'est pas une réponse
suffisante à ce sujet. On se demande d'ailleurs si elle peut l'être fondamentalement, parce que si on parle pour la France de pertes d'exploitation de l'ordre de 100 ou 150 milliards d'euros, on ne voit pas comment l'assurance pourrait être présente sur un montant de ce type. Donc la solution est sans doute à chercher ailleurs, auprès de l'État ou auprès de fonds de garantie. Alors, à ce propos, justement, il y a le ministre des Finances, Bruno Le Maire, a annoncé hier une initiative. Donc, il a lancé un groupe de travail pour réfléchir au montage de solutions d'assurance, voilà, pour faire que le secteur assurantiel puisse mieux répondre au moins partiellement à ce sujet. Et l'AMRAE fait formellement partie de ce groupe de travail. Donc, l'AMRAE va être sollicité. Et de fait, on vous invite, si le sujet vous intéresse, à vous manifester auprès de l'AMRAE de manière à contribuer à l'amélioration de la position de l'AMRAE sur ce projet gouvernemental. Alors, cette initiative française, on voit, elle est dupliquée finalement dans les autres pays. Aux États-Unis, on réfléchit, enfin les autorités du secteur de l'assurance réfléchissent à l'évolution du système TRIAC, une garantie terrorisme. En Grande-Bretagne également d'initiatives. Donc on voit finalement que les différents pays occidentaux réfléchissent à la mise en place de schémas assurantiels pour des événements de ce type. Voilà, donc une fois de plus, si vous voulez contribuer à la mise en place d'une position de l'AMRAE dans ce projet gouvernemental, voilà, contactez, rapprochez-vous de l'AMRAE et on vous intégrera dans le groupe de travail qui va plancher dans les prochaines semaines sur ce sujet. Alors, on a beaucoup d'autres questions. Je vais être obligé d'en sélectionner quelques-unes. Il y en a quelques-unes qui se rejoignent un peu. On va essayer d'en poser une qui est autour de qu'est-ce qui se passe quand un fournisseur ne peut pas repartir. Est-ce qu'on doit, entre guillemets, le soutenir opérationnellement, financièrement, en changer? Comment on peut l'aider? Est-ce qu'il faut l'aider? Est-ce qu'il faut envisager de revoir sa stratégie? Et si on peut avoir une réponse rapide de l'un d'entre vous, parce qu'il y a encore beaucoup de questions intéressantes derrière. Non, j'essaye de faire court, mais il n'y a pas de réponse binaire sur le sujet. Ça dépend, ça dépasse. Le mieux, effectivement, c'est de prendre soin de ses fournisseurs, et en particulier de ceux qui sont importants par rapport à ces produits, ces services pour lesquels on n'a pas beaucoup d'alternatives. Donc en amont, idéalement, c'eût été déjà d'identifier des choses que beaucoup, malheureusement, d'entreprises n'ont pas fait pour plein de bonnes et de mauvaises raisons. Mais bien entendu que dans cette phase-là, comme on disait tout à l'heure, préparer la reprise, préparer le temps moyen, voire le temps long à la matière, ça nécessite de l'anticipation, ça nécessite des investissements aussi, ça peut nécessiter de soutenir financièrement un fournisseur parce que c'est savoir-faire. Parce qu'il y a assez peu d'alternatives facilement mobilisables sur le marché. Et puis malheureusement, il y a d'autres fournisseurs qui vont disparaître. Le risque, ça va être qu'on va s'en apercevoir par accident au fur et à mesure que les entreprises vont relancer la machine. Donc on a une visibilité qui est déjà imparfaite sur les rangs 1, donc la visibilité est quasi nulle dans le cas sur les rangs 2 et au-delà. On va constater les dégâts dans les semaines qui viennent. Il y a je vous renvoie à des études qui ont été, beaucoup d'ailleurs, qui ont été faites par les organismes crédit ou les organismes de représentation du nombre de défaillances mondiales ou colossaux. De toute façon, il y aura des perturbations. Dans cette phase d'anticipation, essayons de les identifier, essayons de les anticiper si on en a les moyens de. Alors ça rejoint une autre question qu'on peut reprendre sous forme d'affirmation. C'est vrai qu'il y a au moins une dualité, si ce n'est une incompatibilité, entre la performance instantanée ou future et la résilience. C'est-à-dire que quand on fait des choix
de stockage ou d'approvisionnement continu, évidemment, on s'expose à un aspect résilience. Une autre question qui est intéressante, c'est sur l'aspect supply chain aval, si j'ose dire. Ne faut-il pas aussi s'occuper un petit peu de nos clients et les écouter, de voir quels sont leurs problèmes et surtout quels pourraient être leurs nouveaux besoins et comment on peut y répondre? C'est aussi un aspect de gestion des risques du côté supply chain aval. Là, clairement, ouais, c'est un des axes clés qu'on n'a pas détaillé, et puis c'est aussi un des axes de la planche suivante, donc ça fait une bonne transition, mais il y a effectivement, au-delà de la communication institutionnelle, vous avez tous reçu des emails de vos entreprises préférées, qui communiquaient sur leur position et l'état de leur activité face au Covid. De manière globale également en B2B, il y a le fait de maintenir l'orientation client de sa supply chain, c'est trouver aussi les nouveaux services qui vont être attendus par les clients. Cet aspect customer care qu'on appelle en distribution et qui peut aussi s'appliquer en B2B, d'une part, et d'autre part, il y a sûrement aussi des réflexions sur l'offre qui sont à engager, que ça soit dans le recentrage de l'offre, on va parler d'essentialisation à se concentrer sur des produits, c'est le cas pour la grande consommation. On en parle aussi dans des secteurs plus industriels pour aussi, par exemple, accélérer la transition énergétique, etc. Donc, c'est des choses qui sont à anticiper et de fait, maintenir le lien client, c'est essayer de répondre à ces attentes, c'est la première question à se poser en termes de supply. Ouais. Okay. On a encore une ou deux questions sur le secteur de l'assurance. D'abord, une question assez précise sur le recrutement dans le secteur de l'assurance, notamment pour les jeunes diplômés. Est-ce que c'est un truc qui va être impacté, Michel, à ton avis, dans les prochains mois? Et deuxième question, les garanties classiques des assurances sont plutôt à l'exclusion. Est-ce que les captives peuvent pallier ce genre de défaillance, si j'ose dire, et elles sont tenues d'avoir des comportements assurantiels et donc convenir à pallier cette exclusion? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut envisager? Voilà. Je te laisse. Sur le premier point, l'industrie de l'assurance va souffrir, comme les autres industries, au niveau de ses résultats financiers, vu l'effondrement des cours de la bourse et comme ils réalisent une partie de leurs résultats grâce à leurs produits financiers, ça risque pas d'être mirobolant. Donc, je pense que ces entreprises risquent, comme les autres, de se rétracter et de geler, sauf exception, les recrutements. Enfin, voilà, j'imagine des impacts de type approche prudente. Sur le deuxième point, qui est la garantie des pertes d'exploitation sans dommage par les captives, oui, c'est effectivement une solution. Et d'ailleurs, un certain nombre de captives avaient des garanties de ce type et ont pu être mobilisées. Alors, quand j'ai interrogé des confrères qui avaient effectivement une captive, elles ont pu faire jouer effectivement leur captive, mais c'est sur des montants presque, je dirais, alors voilà, 10 millions d'euros, 20 millions d'euros. Alors, c'est à la fois beaucoup d'argent et pas beaucoup au regard du phénomène. Voilà, quand on perd 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, c'est sûr que 20 millions, c'est pas à la hauteur du phénomène. Et par ailleurs, une captive, ça reste votre argent. Donc, ça permet de lisser effectivement un événement. Mais c'est voilà, c'est quand même au final l'entreprise qui, au travers de sa captive, doit compenser sa propre perte d'exploitation. Alors cela dit, pour être complet, je parlais tout à l'heure des discussions qui vont avoir lieu avec le gouvernement, avec le Trésor sur le montage d'un système assurantiel pour la pandémie. On a un deuxième front ouvert avec le Trésor qui est de faire que la France soit plus accueillante vis-à-vis des captives. Aujourd'hui, il y a très peu de captives en France, la plupart étant, comme on le sait, au Luxembourg, voilà, sous des climats plus cléments pour les captives et on est beaucoup à penser, y compris d'ailleurs côté gouvernement, finalement, que c'est peut-être le bon moment
pour faire que les captifs soient mieux accueillis en France, et pas nécessairement sous des aspects fiscaux, mais peut-être sous des aspects de contrôle. Aujourd'hui, le contrôle des captifs par les autorités françaises est extrêmement lourd, il est moins, on va dire, professionnel et adapté que dans Luxembourg, par exemple. Et donc, les autorités sont intéressées pour réfléchir à l'évolution des conditions d'ouverture et de contrôle des captives en France, de manière à éventuellement rapatrier un certain nombre de captives à l'étranger. Je pense que le pays a besoin de ressources, et ça peut être finalement une manière de faire d'une pierre deux coups, à la fois permettre aux entreprises de mieux se protéger contre ce type de risque par leurs captives, et puis ramener des fonds en France. Alors j'en profite pour informer tous ceux qui nous écoutent, qui ne le savent peut-être pas encore, qu'on a le prochain webinaire, le numéro 4, jeudi prochain, qui se portera sur les sujets d'assurance. Hein. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour cet événement. Voilà, il y a encore quelques questions. Malheureusement, on va être pris par le temps. Je dirais, il y a plutôt un commentaire qu'une question qui est fait par quelqu'un qui est aussi en charge du contrôle interne et qui met en exergue l'importance de se préparer et de mettre en avant la bonne connaissance des processus et des risques liés à la continuité d'activité et à la gestion de la crise. Indéniablement, ce que vivent les entreprises aujourd'hui, c'est un exercice de crise en grandeur réelle. Ça montre des forces et des faiblesses de chacune d'entre elles dans une période comme celle-ci, une période troublée. Et je pense qu'il est intéressant d'envisager de faire un retour d'expérience sur la façon dont la crise a été gérée dans chacune de nos entreprises. Pour peu qu'on ait la possibilité de le faire savoir ensuite en retour d'expérience au plus haut niveau pour ensuite travailler sur les faiblesses qui auront été mises au jour. Voilà, je crois qu'on arrive à 17h57. On va prendre une dernière question. Elle était sur un des slides précédents et elle portait sur le positionnement du risk manager par rapport à la war room ou à la cellule de crise. Est-ce qu'il y a une recommandation, une bonne pratique, une pratique de place qui ressort de ce que vous savez, Laurent, peut-être Alors, une pratique de place, idéalement, oui, bien entendu, le risk manager doit être dans la war room et doit être idéalement un des pilotes de la war room. Après, nous, ce qu'on constate, c'est que malheureusement, la fonction de risk management est encore beaucoup sous-staffée dans un certain nombre d'organisations. Donc, c'est peut-être aussi un des enseignements de cette crise, si on cherche des bonnes nouvelles au milieu de toutes les mauvaises, c'est que les organisations demain ne pourront plus ignorer la gestion des risques dans son ensemble et typiquement la gestion autour du risque supply chain. Donc, s'il y a une fonction sur laquelle il faut peut-être investir et ça répondra à une question auquel on n'a pas répondu tout à l'heure sur les jeunes diplômés dans le monde de la gestion du risque et de l'assurance. Peut-être que ces fonctions d'expertise qui aujourd'hui ne sont pas suffisamment développées dans les entreprises vont, à l'issue de la crise, trouver des raisons de se développer. D'accord. Juste, le sujet est très vaste et on n'a clairement pas le temps de tout dire. Donc, le livre blanc est à disposition. Alors, je pense sur l'espace Covid de la MAE où de toute façon, les slides seront distribués. Je vais faire une prise de conclusion pour aller sur le dernier bien, Philippe, comme ça permettra de conclure. Il y a énormément de bonnes choses à attendre de cette crise, dans la mesure où ça remet la gestion des risques au centre du débat. Et par rapport à la supply, il y a des points fondamentaux sur lesquels on ne peut plus ne pas travailler. La visibilité, on en a parlé, est encore très, très pauvre par la complexité des supplies, mais ça ne doit pas être une raison pour ne pas s'y intéresser. La stratégie industrielle, on parle de relocalisation, on parle d'un certain nombre de choses. Il est évident qu'on va devoir tirer les modèles
et les avoir rendus certes très optimisés financièrement, mais pas du tout agiles, ça conduit à des catastrophes. Et à ce titre-là, la crise est un révélateur des faiblesses de ces organisations. Donc, fatalement, il y a des révisions à imaginer. La continuité d'activité, tu viens de le dire, c'est aussi un des parents pauvres. Peu d'entreprises étaient préparées, alors, de toute façon, pas à une crise de cette ampleur, mais préparées tout simplement. Et beaucoup ont inventé en marchant une réponse à la gestion de crise et à la continuité d'activité. Ça, c'est dommage. Et puis, le transfert de risque, effectivement, il y a plein de solutions à imaginer. Oui. Voilà, on arrive au bout. Je dirais en conclusion, évidemment, les slides seront disponibles sur le site amrae.fr et évidemment, vous pouvez accéder sur la page cellule de crise. Le prochain webinaire donc, portera sur les réponses au sujet assurance en termes de constat et de perspective. Et ce que je souhaitais dire en conclusion, c'est que la situation, la crise actuelle interroge autant au niveau macro qu'au niveau micro dans les entreprises. Elle interroge les équilibres internationaux du monde, elle interroge très probablement le modèle économique de beaucoup d'entreprises et pas qu'en Europe. Et elle interroge certainement aussi très probablement nos modes de vie modernes pour les sociétés, pour les pays développés et les modes de vie autour de la consommation. Donc c'est sans doute une remise en cause importante, très importante, qui va changer le contexte et l'environnement dans lequel nos entreprises évoluent pour de longues années. Voilà. Je tiens, au nom de l'AMRAE et de mes 3 collègues, à vous remercier pour la richesse des échanges au travers des questions. Nous espérons vous avoir intéressé et nous vous souhaitons une très bonne soirée et à très bientôt pour le webinaire numéro 4. Merci, au revoir. Au revoir.